Depuis des siècles, on nous répète que le pouvoir appartient au peuple. Mais dans les faits, qui décide? Qui influence? Qui contrôle? Il ne s'agit pas de sombrer dans un complotisme simpliste, mais de se concentrer sur les faits, avec lucidité. Depuis que l'homme organise la vie collective, le pouvoir est accaparé, sacralisé, justifié, mais rarement partagé. L'époque moderne ne fait que perfectionner avec des outils plus fins ce que les empires, les monarchies, les castes ont toujours su faire, gouverner sans partage. L'effort d'unir sagesse et pouvoir aboutit rarement et seulement très brièvement, nous confiait encore Einstein il y a pas si longtemps. Seulement très brièvement. Cette vidéo n'est pas un plaidoyer pour reconquérir un pouvoir perdu. C'est une plongée dans une réalité bien plus dérangeante. Nous ne l'avons jamais eue. La manipulation consciente et intelligente des opinions et des habitudes organisées des masses joue un rôle important dans une société démocratique. Ceux qui manipulent ce mécanisme social invisible constituent un gouvernement invisible, qui est le véritable pouvoir dirigeant de notre pays. En 1928, Edward Bernays publie Propaganda. Ce ne sont plus les lois ou les armes qui dirigent les peuples, mais les symboles, les désirs, les peurs. Et le citoyen devient un consommateur de politique. Edward Bernays est un lien de parenté avec le psychiatre Freud. D'ailleurs, il s'est servi beaucoup de ce lien de parenté. La manipulation de l'opinion devient un art, puis une science. Le marketing, la psychologie des foules, la pub se mettent au service d'un contrôle discret mais efficace. Le consentement se fabrique. À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, l'Occident promet et promeut la liberté. Mais cette liberté, en réalité, elle se définit surtout comme une liberté de consommer. Et ça ne va plus jamais s'arrêter. Les outils de contrôle issus de la guerre, la propagande, la psychologie, les médias, sont recyclés dans le civil, comme on a recyclé des produits dans l'agriculture. Le politique devient un produit, justement. On ne propose plus des projets. On vend des marques. Nixon, Reagan, Blair, Obama, Macron, tous coachés, calibrés, désignés. Le branding a remplacé la vision. La politique devient une mise en scène. Plus on simule la participation, et plus le contrôle devient invisible. Plus on produit de l'illusion, plus on donne l'illusion à la population de participer au débat collectif, et plus on renforce cette illusion. Les budgets participatifs, les consultations publiques, les débats citoyens, tous ces machins, ces rustines sur une carcasse vidée de sens. Le peuple est consulté, mais pas écouté. Très très rarement, quand on n'a pas le choix. La parole est ouverte, mais la décision est verrouillée, cadenassée. La gauche modérée n'est rien d'autre qu'une modulation du pouvoir classique. Et la gauche radicale, plus progressiste, privée d'accès aux flux financiers et médiatiques, reste globalement neutralisée et forcée de se radicaliser.
Même lorsqu'elle a exercé le pouvoir au cours de l'histoire, elle n'a pas su résister aux déviances, en sombrant parfois dans la reproduction des mécanismes d'oppression qu'elle prétendait combattre. Depuis longtemps, la haute finance et l'État se tiennent la main. Ils se nourrissent, s'échangent les places, ils fusionnent les rôles. Le pouvoir n'est pas volé, il est concentré, raffiné, rationalisé. Et plus la technologie avance, plus ce pouvoir devient précis, prévisible, opaque, implacable. L'opinion publique est aujourd'hui une véritable matrice, un champ dynamique d'influence, de signaux, de conditionnements émotionnels. Il est désormais possible de la façonner, de l'orienter, de la polariser autrement que par la force, même si la force reste régulièrement utilisée. La technologie permet une domination douce, invisible, mais redoutablement efficace. Ce n'est pas Big Brother qui nous surveille, c'est nous qui l'avons invité à notre table. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle n'est pas neutre. Elle ne fait qu'optimiser ce que nous lui donnons, nos peurs, nos habitudes, nos failles. Elle analyse, anticipe, segmente, influence. C'est la perfection et le perfectionnement du gouvernement invisible. Oui, il y a encore des hésitations. Oui, il y a encore des freins techniques. Mais on y est. C'est une influence douce, ciblée, personnalisée. Ce qu'on appelle le micro-ciblage, qui a été copieusement utilisé, euh, pas seulement sous Trump, il a été utilisé massivement dès 2008 par Obama. Aller chercher dans les données personnelles des électeurs pour leur dire exactement ce qu'ils ont envie et besoin d'entendre dans un seul but, leur consentement. Pas besoin d'imposer, il suffit de suggérer. Alors pourquoi voter? À quoi ça sert aujourd'hui encore de voter? Quand vous avez un milliardaire, Pierre-Édouard Sterrin, qui avoue qu'il consacre des sommes colossales pour construire de manière totalement artificielle une élite, entre guillemets, une, euh, une main-d'œuvre, plus qu'une élite, une main-d'œuvre dirigeant des cadres d'un parti radical nationaliste. À quoi sert de voter? À quoi cela sert-il de voter? Peu importe qui est aux commandes. Le problème, c'est le pouvoir. Exactement comme dans Le Seigneur des Anneaux. Le problème, c'est pas Sauron, c'est l'anneau lui-même. Le détenteur du pouvoir, c'est souvent qu'une pauvre figure manipulée, prisonnière d'un système qui ne contrôle pas lui-même. Les castes qui détiennent le pouvoir sont elles-mêmes aliénées, elles sont malades. En dépit des apparences, et leur caverne de Platon, elle est simplement plus confortable et plus spacieuse. C'est pas l'homme qui détruit le pouvoir, c'est le pouvoir qui détruit l'homme. Alors, certains, dans l'histoire, ont prôné l'anarchie. L'anarchie, c'est pas le chaos. C'est pas l'image classique qu'on brandit quand on parle d'anarchie. La violence, le chaos, pas du tout. L'anarchie, c'est probablement la plus belle forme d'organisation humaine. Mais sans conscience, l'anarchie n'est pas possible. Ou que sur un petit groupe. En attendant, on fait quoi? Un pouvoir qui serait ni incarné, ni permanent, ni personnel. Collectif. C'est sans doute le seul horizon possible, la seule piste, dans l'attente de l'évolution des consciences. Même si c'est plaisant, même si c'est réconfortant de défendre ses idées avec passion, et c'est ce qu'on fait dans les deux camps, puisqu'on est dans une polarisation maximale. Chacun des camps convaincu d'avoir raison de son côté. Comment condamner? Comment exclure l'opinion de l'autre?
même ceux qui nous paraissent les plus éloignés. Comment ne pas comprendre qu'on puisse être radicalisé dans la peur quand on a vécu, par exemple en France, des périodes d'attentats avec un professeur décapité, avec des comiques abattus à l'arme de guerre dans leur rédaction, simplement pour avoir fait des dessins rigolos. Euh, des jeunes ou moins jeunes abattus dans une salle de concert, et tout le reste. Comment rejeter des gens qui sont dans la peur? Euh, Pourquoi sanctionner la peur? Pourquoi condamner des gens qui euh, ont peur du changement, par exemple de la société française? Euh, le monde est devenu un champ de polarisation émotionnelle. Chaque prise de position violente, sans débat, elle produit une force de résistance égale en face. On n'avance pas, on tourne en rond. Chaque camp renforce l'autre, comme des systèmes jumeaux opposés. Il y a plus de dialogue, il y a que des postures. Alors, est-ce que l'issue, c'est pas la réconciliation? Est-ce que l'issue, c'est pas de comprendre ou de faire comprendre que, quel que soit le camp dans lequel on est le jouet de nos émotions? Que la haine de l'autre, c'est juste un produit qu'on vend par ceux qui hackent la matrice. Que la vérité n'a aucune chance d'émerger dans le vacarme. Il faut se rappeler de l'allégorie de l'éléphant. Euh, Cette allégorie dans laquelle vous avez des aveugles qui sont placés autour d'un éléphant, chacun la main sur une partie du corps de l'éléphant. Et quand on leur demande qu'est-ce qu'un éléphant, chacun va répondre quelque chose de totalement différent. Par exemple, celui qui aura la main sur le flanc de l'éléphant va dire l'éléphant, c'est un mur de pierre. Euh, Celui qui a la main sur sa défense dira l'éléphant, c'est un sabre. Celui qui a la main sur son oreille dira c'est l'éléphant, bah, évidemment, il n'y a pas de doute, c'est un éventail. Voilà, vous comprenez l'idée. Chacun détient une partie de vérité, mais aucun ne détient la vérité. Cette vision, elle incite à la modestie, elle est difficile à accepter quand on est persuadé d'avoir raison, mais elle est tellement vraie, tellement vraie. Donc la solution, elle est ni dans la haine ni dans la fuite. Elle est dans ce qu'on pourrait appeler une lucide tendresse, même si certains vont dire bienvenue dans le monde de oui oui. Donc reconnaître l'illusion, accepter la faiblesse de l'autre, accepter sa propre faiblesse, refuser le mépris, refuser la toute-puissance, choisir l'amour, non pas un amour romantique ou mièvre, mais un amour actif, un amour radical, conscient, cette force qui attire, qui rassemble. Il ne s'agit pas de choisir naïvement entre des abstractions, mais de construire concrètement une sortie de la peur par une éducation populaire exigeante, une culture du débat, un esprit critique, plutôt qu'une accumulation de connaissances qui aujourd'hui n'a plus de sens. Et surtout, la diffusion progressive de la communication non violente. La communication non violente, c'est une discipline qui a été codifiée par quelqu'un de super qui s'appelle Marshall Rosenberg. Ces vidéos sont accessibles facilement sur YouTube pour avoir une petite vulgarisation de ce que c'est. Il ne faut pas se tromper, la communication non violente vient d'une sagesse asiatique. C'est probablement c'est quelque chose d'extrêmement pointu. Hein. On comprend assez rapidement l'idée, mais l'exercice de cette idée est très 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 complexe et demande une pratique en fait. C'est simple, mais ça demande une grande pratique pour déconstruire les conditionnements qui nous ont été imposés depuis notre naissance. Cette communication non violente, c'est un outil formidable pour réconcilier les populations. Et d'ailleurs, Marshall Rosenberg s'en est servi sur des terrains de guerre. Il s'en est servi pour des négociations entre États, qui étaient a priori irréconciliables. C'est ainsi, seulement ainsi, ce qu'on pourrait appeler une sobriété fraternelle
hein, pour faire un parallèle avec la sobriété heureuse de Pierre Rabhi. Donc c'est ainsi qu'une sobriété fraternelle peut émerger. Une sobriété fraternelle capable de résister aux mirages du pouvoir, les mirages du pouvoir et les pièges de la division. Merci de votre attention.